Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, dans la grande interview, nous recevons Franck Ngoma, acteur politique congolais, fondateur du parti politique dénommé le Rassemblement africain. Bonsoir, Monsieur Ngoma. Bonsoir, Madame la journaliste. Merci d'avoir honoré à notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et la grande interview, c'est maintenant. Monsieur Ngoma, beaucoup de Congolais s'interrogent sur votre repositionnement politique. Peut-on comprendre aujourd'hui ce changement de paradigme, ce passage de l'opposition vers un soutien à la majorité présidentielle? Merci, Madame, pour cette question matinale. Repositionnement politique, changement de paradigme. C'est intéressant que vous évoquiez la question, vous formulez la question en ces termes, parce que oui, on peut admettre qu'il y a bien un repositionnement politique et même un changement de paradigme, ce que moi j'appelle plutôt une forme d'évolution politique. Je crois que c'est une voie de maturation dans mon parcours politique, parce que oui, hier, comme le reprochent certains compatriotes, nous apportions nos énergies dans un combat plutôt à l'opposition, et aujourd'hui, nous avions pensé qu'il faut le faire différemment. Positionnement ou repositionnement stratégique, c'est plutôt ce que j'aimerais évoquer, pas seulement de paradigme, pas seulement de camp politique. Nous étions dans une posture hier de critique, de condamnation, et nous avons pensé, j'ai jugé, puisqu'au fond, il est question de l'avenir du pays, au fond, il est question du développement du pays, même les oppositions, quand elles se veulent sérieuses, le fond de leur combat politique, c'est le développement du pays. Donc, la posture que nous avions hier était, certes, je l'avoue, celle de la critique, celle... parfois, il faut avouer cela, on a parfois sombré dans la critique stérile. Et aujourd'hui, je pense que le temps est arrivé de contribuer différemment au développement du pays, à l'avancement du pays, cette fois-ci par la proposition et par la construction. Il y va d'une certaine responsabilité nationale. Le paradigme change, oui, parce que vous vous rappellerez, hier, j'ai plutôt défendu des opinions d'une droite sociale. Et avec le recul, surtout historique, je me suis aperçu qu'en réalité, le développement de notre pays, suivant les acquis qui sont les nôtres aujourd'hui, se ferait mieux avec une politique sociale de gauche, mais avec une certaine dose de panafricanisme. Donc il faut si vous voulez, un socialisme africain, c'est d'ailleurs l'idéologie qui m'anime aujourd'hui, et je pense que c'est l'alternative par laquelle le Congo et aussi les autres pays en Afrique poursuivront la marche vers le développement. Monsieur Ngoma, dites-nous, est-ce un choix idéologique, stratégique ou le fruit d'une réflexion personnelle sur l'avenir du pays? Les trois. Les trois. Les trois. Donc vous avez d'abord un choix idéologique, comme je venais de vous le dire tout de suite. Hier, nous défendions des idées d'une droite sociale. Donc, il y avait une certaine dose de libéralisme à l'intérieur. Aujourd'hui, l'idéologie qui me porte est celle d'un socialisme africain. Peut-être que nous y reviendrons au cours de l'émission. Choix stratégique aussi, parce que quand je pense à l'histoire et quand je pense à tous les aléas historiques qu'a connu notre pays, j'en suis arrivé à la conclusion, et c'est d'ailleurs, je pense, l'opportunité même de cette interview, c'est de dire que ce qui a suscité mon basculement idéologique, mon repositionnement idéologique, c'est parce que j'en suis arrivé à faire une proposition qui me paraît aujourd'hui la seule alternative pour le pays, pour notre pays, le Congo. C'est l'idée justement du pacte pour le... j'avais intitulé le pacte national de développement, finalement que le président de la République a intitulé le pacte pour le futur du Congo.
c'est, de mon point de vue, l'alternative pour notre pays. Et donc, à partir de là, je me suis dit, voilà, il y a une sorte de convergence de vues qui m'oblige à un certain repositionnement stratégique parce qu'il faut apporter les énergies nécessaires à la réalisation de ce projet majeur. Et enfin, oui, choix personnel, parce que hier, nous l'avions dit au cours de nombreuses émissions, nous n'avions pas été d'accord avec un certain nombre de pratiques. Je n'ai jamais été d'accord jusqu'aujourd'hui d'ailleurs avec un certain nombre de pratiques. Il y va de mes valeurs que je défends et ces valeurs pour moi sont très intrinsèques et il faut simplement croire que se donner la possibilité aujourd'hui de défendre différemment le pays, de porter différemment les projets, les valeurs que nous défendons pour la construction de notre Congo. Monsieur Ngoma, vous parlez d'une proposition. Est-ce que la vision que vous portez aujourd'hui ne pouvait pas être défendue dans l'opposition? Non, elle ne pouvait pas être défendue dans l'opposition. Et je vais vous dire pourquoi, madame. Ouais. Vous savez, quand vous lisez l'histoire du Congo, l'histoire politique du Congo, nous n'avons connu jusqu'ici, et ce, bien malheureusement, des oppositions, oui, quelquefois fortes, cela est vrai, mais très souvent qui ne participent pas fondamentalement à la construction du pays. Le constat est clair aujourd'hui. Nous avons une opposition non seulement fragmentée, fragilisée, mais aussi qui baigne et qui verse constamment dans la critique stérile. Et la critique stérile, madame, ne construit pas le pays. La critique stérile, madame, ne fait pas avancer le pays. Ce qui fait avancer le pays, c'est la critique constructive, c'est la proposition. Malheureusement, je prends le cas de mon ancien parcours à l'opposition. J'ai fini par me rendre compte que nous partions de critique stérile à critique stérile, qu'il n'y avait pas de proposition concrète. Mais vous savez, madame, la politique, au-delà d'être, c'est peut-être pas un jeu, mais elle est plus complexe qu'on ne le croit. Aujourd'hui, vous avez une proposition sur la table, c'est une chose, mais c'en est une autre d'avoir les moyens de réalisation de cette politique. Donc, à une idée, à un projet, il y va de pair des moyens de réalisation, et parfois les moyens de réalisation vous obligent, parce que c'est aussi ça le temps politique. Le temps politique, celui-là même qui nous oblige des responsabilités, va vous obliger à regarder l'environnement politique dans lequel vous vous trouvez et à retrouver, à vous situer au milieu des équilibres politiques et de trouver les mécanismes par lesquels vous pensez que l'idéologie que vous portez, les projets que vous portez, les ambitions qui vous animent peuvent se réaliser. Est-ce que vous vous sentiez inconfortable dans ce camp politique d'où vous venez? Inconfortable, je ne qualifierais pas cela d'inconfortabilité. Mais oui, il est arrivé un moment, oui, où je pense que mon combat ou ma situation devenait inconfortable. Parce que je l'ai dit, et je pense qu'il n'est pas opportun pour moi de revenir là-dessus, de signifier que je me suis retrouvé face à des situations qui m'ont fait raisonner, qui m'ont fait réfléchir, qui ont réveillé en moi le sens de la responsabilité, ma responsabilité vis-à-vis de mon pays, ma responsabilité vis-à-vis de mes compatriotes. Des situations de malgérance, de malgérance surtout du parti, des situations mais aussi de dissension interne et forte, qui justement, je peux réutiliser votre expression, ont créé en moi un sentiment d'inconfortabilité. Et tenez-vous, aujourd'hui, vous pouvez m'accuser du fait que vous avez quitté l'opposition, vous basculez peut-être vers le soutien au pouvoir. Mais madame, ça ne s'est pas fait en un jour. J'ai quitté l'opposition depuis fin 2022-2023. Nous sommes en 2026, madame. 3 années se sont écoulées. Mais qu'ai-je fait durant les 3 années? Je ne suis pas resté justement dans la frustration qui peut-être pouvait suivre le fait que j'ai quitté l'opposition. Mais c'est là
qu'a surgi justement mon éveil de conscience, où je me suis dit, à ce niveau, je pense qu'il faut passer de la critique stérile à la proposition, à la construction. Et je l'ai fait, madame. En 3 années, j'ai écrit des lettres ouvertes. J'ai écrit un bouquin, un ouvrage, dans lesquels j'ai proposé des idées, des alternatives. Vous pensez que si je me contentais de ma situation d'inconfortabilité à l'opposition, je me serais lancé dans une telle aventure? Je pense pas. C'est plutôt l'expression, ou ça a été plutôt jusqu'ici, l'expression d'une volonté de construire, de bâtir différemment par la proposition et notre pays qui, je pense, est appelé à des lendemains meilleurs. Ok, donc c'est pour dire que l'opposition actuelle n'était pas en mesure de porter votre vision. Mais parce que pour porter une vision, il faut en avoir les moyens aussi. Il faut en avoir les moyens. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est l'établissement d'un document stratégique qui va structurer le développement du pays sur le long terme. Peut-être qu'on y reviendra. Mais est-ce que vous savez, madame, que la politique vous oblige à faire des concessions? C'est cela, le combat politique. Ça ne s'arrête pas aux échéances électorales. Ça ne s'arrête pas aux slogans politiques. Ça ne s'arrête pas à la critique, surtout quand elle est stérile. Vous avez proposé, oui, mais est-ce que vous êtes prêt à cohabiter avec les autres, à collaborer avec les autres, à faire des concessions de votre ego pour voir le projet, puisque le projet, on suppose, est au-dessus de vos ambitions personnelles. J'estime aujourd'hui que le projet que j'ai mis sur la table, l'idée qui me motive aujourd'hui, est au-dessus de mes ambitions personnelles, est au-dessus de mes égos. Et donc, à ce niveau de fait, je me suis rendu à l'évidence qu'il me faut aller vers une position politique qui peut impulser, dynamiser la mise en place de ce projet. Et pas que. Et pas que. Monsieur Ngoma, mais le moment choisi de votre repositionnement interpelle également. Vous vous rapprochez de la majorité présidentielle à quelques semaines de l'élection présidentielle. Est-ce un simple hasard du calendrier ou un choix stratégique mûrement réfléchi? Je m'attendais plutôt à ce que vous disiez, voilà, n'est-ce pas de l'opportunisme? Je m'attendais à cette question. Mais oui, parce que les Congolais aujourd'hui, malheureusement, certains de nos compatriotes, c'est bien malheureux, versent très souvent dans la simplicité de la réflexion, dans des interprétations qui, au fond, ne traduisent parfois la haine, parfois la violence aussi, et la polémique, malheureusement. Oui, le moment choisi pour le repositionnement stratégique, si vous voulez, nous sommes en période électorale, cela est vrai, mais est-ce qu'il pouvait avoir un autre moment? Je vais vous dire, madame. Nous sommes en janvier 2024. J'initie une lettre ouverte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans laquelle je formule un certain nombre de propositions sur le développement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Je me rends compte que la lettre ouverte ne suffisait pas, donc il fallait que je fasse bien plus qu'une lettre ouverte. J'ai initié la rédaction d'un ouvrage intitulé Renaissance africaine, que peut-on pour la jeunesse africaine? Que peut-on pour la jeunesse africaine? Dans lequel ouvrage je structure mon raisonnement autour de différentes propositions susceptibles de définir différemment la trajectoire du développement de la jeunesse congolaise, mais aussi de la jeunesse africaine. Puisqu'en réalité, quand nous évoquons la jeunesse africaine, c'est une façon triviale de qualifier les jeunesses africaines, puisque la jeunesse brazzavilloise n'a pas forcément les mêmes, au fond, les mêmes problématiques que la jeunesse béninoise, la jeunesse togolaise, la jeunesse centrafricaine, ainsi de suite. Quoiqu'au fond, les problématiques, au fond, sont les mêmes, puisqu'il est question là d'un avenir commun. Après l'ouvrage,
j'observe. Je me rends compte que oui, il y a quelques propositions qui sont reprises par-ci, par-là, jusqu'à ce que nous avons remarqué l'établissement du plan national de la jeunesse, initié par le ministère de la Jeunesse, ce dont j'ai été heureux, puisque cela participe du développement du pays. Le 8 mai 2025, toujours dans l'optique de la proposition, de l'observation, de la réflexion autour du développement du pays, j'initie là encore une autre lettre ouverte, mais cette fois-ci adressée au président de la République. Parce que là, je suis pas dans une posture, si vous voulez qualifier cela comme ça, opportuniste. Non, j'initie la rédaction de la lettre ouverte. On est en mai 2025. Donc, on va dire sensiblement une année avant le scrutin présidentiel. Les modalités, le contenu de la lettre ouverte portait sur 4 propositions fondamentales. Il y avait la première et la majeure d'ailleurs, l'établissement d'un plan national de la jeunesse. Il y avait la réflexion autour des conditions d'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, parmi lesquels j'ai proposé le parrainage électoral, j'ai proposé le fait que désormais les candidats, donc une sorte de réforme constitutionnelle, puisque pour y parvenir, il faut modifier la Constitution, le fait que nous puissions exiger à celui qui veut se porter candidat à l'élection présidentielle de n'avoir à ce moment précis de ce acte qu'une seule nationalité, la nationalité congolaise. Donc je me suis prononcé ouvertement contre la double nationalité pour les candidats à l'élection présidentielle. Nous sommes en mai 2025, madame. Le Pacte national de développement, proposition majeure de la lettre ouverte adressée au président de la République, dans laquelle j'énumère un certain nombre de points, parmi lesquels je dis, voilà, le pays a connu un certain nombre de programmes et de projets jusqu'ici, depuis depuis l'accession du pays à l'indépendance, les différents régimes qui ont succédé. Mais force est de constater, et ce malheureusement, nous n'avons jamais eu une vision stratégique à long terme du pays. On n'en a pas eu. Peut-être que nous y reviendrons dans le débat. Pour rester direct dans la réponse à votre question. C'est en fin 2025, pendant que tous les Congolais sont heureux de constater qu'il y a désormais une initiative par laquelle le président de la République s'exprime en rendant compte aux Congolais de son bilan, donc le livre bilan, je l'ai apporté d'ailleurs, le livre bilan, je lis la préface et je tombe, dernier paragraphe de la préface, où le président de la République dit exactement, je vous le lis, je fais dans lecture. Allez-y. Sous l'éclairage de ce bilan, le peuple congolais sera en mesure d'évaluer de manière objective mon action de ces 5 dernières années. Il se rendra certainement compte du chemin parcouru et de la nécessité de poursuivre la marche, moyennant un pacte pour le futur du Congo, qui, en s'appuyant sur les réalisations de ce présent quinquennat, doit permettre aux générations qui se succéderont d'atteindre les cimes de l'émergence et du développement durable. Nous sommes, on va dire quoi, en novembre-décembre 2025. Quand je tombe sur ça, je me dis, mais voilà, le président de la République, du haut de ses fonctions, chef de l'État, pense qu'il faut désormais poursuivre la marche, mais moyennant un pacte pour le futur du Congo. Je ne puis dire à ce moment-là que voilà, c'est peut-être la proposition formulée dans la lettre ouverte, mais je me rends compte tout de suite qu'il y a eu une convergence de vues dans la mesure où il est ici question aussi d'un document, d'un pacte social, d'un contrat social qui va définir le développement du pays sur le long terme, de façon qu'à reprendre les termes ici, que les générations futures puissent atteindre les cimes du développement. Mais quand vous avez fait ça, madame, dites-moi, quand vous avez proposé une idée, il y a peut-être eu de l'écho ou pas, je sais pas, parce que j'estime que le président de la République, du haut de ses fonctions, est visionnaire. Donc certainement que ça a été vu
pensé bien même avant que moi je ne l'évoque. Mais si je l'ai évoqué à un moment de l'histoire de notre pays, c'est qu'il y a une sorte de conscience nationale qui s'exprime du haut de l'État, du haut de la gestion de l'État, mais également jusqu'à nous autres jeunes de la République. Donc, je me suis dit à partir de là, mais voilà, il faut s'approprier ce projet, puisque c'est une ambition que j'ai portée, puisque c'est une idée que j'ai défendue, c'est un programme que je souhaite tant, que j'appelle de tous mes vœux. Mais là, il y a là la possibilité, il faut se donner donc à partir de là les moyens de voir ce projet se réaliser. C'est de là que vient ce soutien stratégique, ce revirement stratégique que vous qualifiez. C'est de dire que voilà, nous avons proposé une idée, un projet. Peut-être pas que ça a été repris, je peux pas dire ça comme ça, et ce sera pas sage de le dire d'ailleurs, mais voilà que le président de la République en parle. Donc à ce moment, il faut apporter ses énergies pour contribuer à la réalisation de ce projet. Donc pour revenir sur l'essentiel de votre question, madame, ce n'est ni le moment électoral qui définit mon repositionnement stratégique, mais c'est plutôt le moment que j'ai trouvé opportun pour me prononcer autour du soutien au président de la République pour le voir poser les bases et peut-être initier la mise en œuvre du pacte pour le futur du Congo. Monsieur Ngoma, le Congo a connu plusieurs présidents, Fulbert Yulu, Alphonse Massamba Deba, Marie Ngouabi, et aujourd'hui, pour ne citer que cela, aujourd'hui Denis Sassou Nguesso. Pensez-vous que le Congo n'a jamais eu de vision politique claire jusqu'ici? C'est une très bonne question, madame. Est-ce que le Congo n'a jamais eu de vision politique claire, vous dites? Exact. Alors, moi, je vais reformuler votre question. Je ne dirais pas, est-ce que le Congo n'a pas eu de vision politique claire jusqu'ici? Mais c'est de dire ceci, et j'assume ce que je dis. Le Congo ne s'est jamais doté d'un document stratégique qui définit une vision du pays sur une très grande période. Le président Yulu, qui arrive aux affaires, déjà au sortir de la période des indépendances, donc qui gère le pays de 1960 à 1963, se trouve déjà confronté à l'idée d'établir un État moderne, donc la modernisation de l'État. Mais très vite, peut-être que lui également avait une vision assez large du pays, assez longue du pays, mais cela n'a jamais été formalisé. Jusqu'en 1963. Et la violence politique d'alors, les crises politiques d'alors, vont d'ailleurs émincer tout espoir d'une vision à long terme. Le président Massamba Deba qui arrive de 1963 à 1968, qui, oui, c'est vrai, on va le dire, initie déjà le socialisme bantou, qui va se lancer dans une posture de nationalisation et de centralisation de l'État, lui également a une vision du pays. Et d'ailleurs, j'apprécie cette vision-là parce que elle était au fond basée, elle s'articulait sur nos valeurs intrinsèques, nos valeurs traditionnelles. Et c'est pas très loin de notre projet politique. Mais là encore, il n'y a pas formalisation d'une vision à long terme du pays. Ok, alors, quel élément manquait selon vous dans les visions précédentes? La formalisation, je l'ai dit, la formalisation. Parce que si on peut poursuivre, le président Marie Ngouabi qui arrive de 68 à 77, qui, avec le marxisme-léninisme, qui a une vision aussi, oui, mais il faut le dire, le président Marie Ngouabi avait une vision pour le pays et même pour l'Afrique. C'était un panafricaniste. Mais là encore, les crises politiques, les violences politiques de l'époque vont faire que la vision sur le long terme du pays n'a pas pu se formaliser. Quand je dis formaliser, c'est-à-dire que nous nous retrouvons avec un cadre imposable, même aux générations futures. C'est ce cadre dont j'évoque. Voilà, donc le président Massamba Deba, qui lui également avait une très grande vision du pays, qui initie déjà le socialisme bantou, une sorte de gestion afro-État, donc un retour à nos sources, à nos traditions, dans une volée panafricaniste.
Mais là encore, il faut dire, quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu formalisation d'une vision à long terme qui puisse contraindre les générations qui viendront de pouvoir s'aligner sur la définition qui avait été faite. Le président Marien Ngouabi, qui, avec la vision du marxisme-léninisme, qui fera un grand travail pour le pays d'ailleurs, un grand panafricaniste, un grand visionnaire, qui d'ailleurs revient sur le parti unique, tout cela parce que voilà, il fallait une vision, il fallait une sorte de politique de réforme des mentalités, du logiciel mental de l'époque, n'a malheureusement, avec les violences politiques qui ont défini l'environnement politique d'alors, n'a pu malheureusement mettre en place un cadre formel, et je dis bien cadre formel, qui puisse définir la vision du pays sur le long terme. Et le président Denis Sassou Nguesso qui arrive en 79, qui arrive et trouve un pays qui est déjà déchiré par les violences politiques, les différentes crises, la dette et ainsi de suite, qui initie d'ailleurs en 82 le plan quinquennal économique et social. Donc c'était aussi un projet, c'était une vision pragmatique du pays. Mais là encore, c'était sur la base des urgences de l'heure, c'était sur la base des contraintes de l'heure. Et d'ailleurs, tous les différents plans quinquennaux qui vont s'en suivre ne s'inscrivaient que dans ce registre. Y compris plus récemment les différents plans nationaux de développement, donc 2018-2022, 2022 jusqu'en 2026 aujourd'hui. Vous vous rendez compte que oui, ce ne sont pas les idées qui ont manqué pour le Congo. Il faudrait que ce point de vue soit clarifié. Ce ne sont pas les idées de développement qui ont manqué pour notre pays. Non, des idées, des visions, il y en a eu. Mais ce que l'on réclame aujourd'hui, c'est une vision à long terme, mais sur la longue durée. Et cela est un fait. Pourquoi ? Parce que quelle est la situation, quelle est la lecture politique et historique que l'on peut faire du Congo depuis les années 1960 ? C'est un pays qui, au fond, a été marqué par une violence, mais intrinsèque. Et là-dessus, il faut voir aussi au président de la République actuelle, donc le président Denis Sassou Nguesso, cet homme qui a réussi quand même à dépasser le cycle des violences connues dans notre pays, pour finalement faire retrouver à notre cher Congo cette paix aujourd'hui qui est au fond le socle par lequel tout développement est possible. Cela est un fait, c'est un fait historique. Donc, ce que l'on est en train de dire, madame, c'est de dire, oui, il y a eu des visions du pays. D'ailleurs, si nous sommes arrivés jusqu'où nous sommes arrivés aujourd'hui, avec le développement que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des visions. Mais ce que nous appelons aujourd'hui, comme le veut d'ailleurs le président de la République, c'est une vision qui dépassera les clivages politiques, c'est une vision qui dépassera les cycles politiques, les cycles générationnels, et qui définira la trajectoire du développement national sur une très grande durée. Parlons de vision, Monsieur Ngoma. Qu'est-ce qui différencie votre vision de celle portée par les dirigeants précédents ? Votre vision. Bon, déjà, madame, il faut être humble. Je suis pas dirigeant du pays. Et il faut pas non plus s'accorder une vision. Voilà, il faut pas non plus s'accorder une certaine prétention. Ce que j'apporte, c'est une idée. Peut-être pas encore une vision en tant que telle. C'est une idée. Voilà, c'est une idée qui vient s'entremêler dans la vision déjà actuelle du pays. Parce que si nous avons le Congo d'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un visionnaire qui est là. Et nous sommes sous la coupe de ce visionnaire. Ce que nous apportons aujourd'hui, c'est une idée, c'est une bribe d'idée parmi tant d'autres qui peut faire que voilà la vision du chef de l'État aujourd'hui soit encore plus portée et plus appréciée par les Congolais de façon à bénéficier même aux derniers Congolais qui naissent aujourd'hui. Donc c'est une contribution d'idées. Il n'y a pas de différence de vision parce qu'au fond, ce que l'on veut, c'est quoi la vision ? C'est la vision du développement du pays, c'est le progrès du pays. Ce progrès dans tous les secteurs que nous pouvons définir, que ce soit dans le secteur, dans les secteurs de l'éducation, de l'économie, des infrastructures, du numérique, de l'agriculture, tout ce que vous pouvez citer. Il faut simplement que la vision actuelle déjà du chef de l'État, qui est appréciable, qui est à soutenir, soit encore plus appréciée, plus intégrée par les Congolais, mais pas que par les Congolais d'aujourd'hui, mais que ce soit un cap qui soit défini pour permettre aux générations futures de ne pas retomber dans le cycle de construction, destruction ou reconstruction, mais plutôt de faire que le développement ne subisse pas de discontinuité.
que ce soit linéaire, que la ligne soit tracée, que la vision soit claire, une vision claire pour le pays sur le long terme. Monsieur Ngoma, vous soutenez aujourd'hui le président Denis Sassou Nguesso qui a présenté plusieurs projets de société au peuple congolais. Lorsque vous parlez d'une nouvelle vision, sinon qu'une idée que vous apportez, est-ce pour déclarer l'échec de ces projets? Ben non. C'est que si vous dites ça comme ça, c'est que vous m'avez pas compris. Mais puisque l'idée que j'apporte aujourd'hui est portée elle-même par le président de la République. Je sais pas si l'on se fait comprendre. Il y a ce que je suis en train d'appeler convergence de vues. C'est-à-dire quelque chose que j'ai vu, que le président lui-même veut mettre en place. Cette convergence-là ne fait pas dire que tous les projets de société du président de la République a été un échec. C'est faux. Il faut pas raisonner comme ça. Je pense que c'est pas honnête de dire cela. Parce que de tout le temps que le président de la République a été aux affaires, il y a quand même manifestation d'un certain progrès. Je vais vous lire un extrait d'un ouvrage, madame, et vous comprendrez pourquoi est-ce que l'on peut pas raisonner comme ça. Okay. C'est un historien, Simon Batemani, un ouvrage préfacé par le professeur Ngoingala, et un certain nombre d'ailleurs. Les perspectives de l'indépendance du pays. Les perspectives de l'indépendance du pays avaient pourtant nourri bien des fantasmes de bonheur légitime. Après l'éphémère régime de Fulbert Yulu, où l'on vit, planer l'ombre d'un mince espoir, la gestion peu sage, dont la violence du pays allait se révéler de décennie en décennie une suite de frustrations et d'angoisses terribles devant l'incertitude des lendemains. La gestion du pays dans la violence. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que tout le temps que le président de la République est resté aux affaires, que tous les différents projets de président de la République a été un échec. Non! Puisqu'aujourd'hui, nous avons quand même un pays qui a retrouvé sa paix, qui peut se développer à partir de ce préalable. C'est une réussite. Il faut l'avouer. Si nous ne l'avouons pas, vous attendez, madame, que ce soit d'autres citoyens, enfin d'autres pays, qui viennent vous dire que le Congo, vous êtes à féliciter. C'est à nous-mêmes d'abord, Congolais. C'est cela le patriotisme. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et reconnaître qu'aujourd'hui, le pays peut désormais voir un horizon plus long parce qu'il vit dans la paix, parce que nous avons retrouvé la paix. Il faut lire l'histoire du pays pour comprendre que le Congo n'a jamais été un pays totalement tranquille. La violence qui a suivi la période des indépendances a totalement bouleversé un certain nombre de perspectives. Et nous ne voulons plus cette incertitude des lendemains. Nous voulons simplement un cap linéaire défini. Et le président de la République aujourd'hui est la personne idéale pour le mettre en place. Par l'expérience, parce qu'il est expérimenté. Il est celui qui aujourd'hui maîtrise les rouages de gestion du pays. Et cela est un fait historique. Et je l'ai dit dans ma conférence de presse il y a quelques jours, le fait que le Congo se dotera, comme d'ailleurs l'a initié un certain nombre de pays africains, par exemple le Sénégal, qui s'est doté du projet Sénégal 2050, fera en sorte que ce document stratégique où ce pacte social va s'inscrire subrepticement dans l'accomplissement de la tâche grande de la Renaissance africaine et donc de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce sera donc, que vous le vouliez ou pas, un projet panafricain. Mais qui dans notre pays, madame, dites-moi, soyons honnêtes, est aujourd'hui en mesure de porter de façon très haut les couleurs du panafricanisme que le président Denis Sassou Nguesso? Il faut le dire, c'est pas du fanatisme. Ce n'est pas non plus une vision purement personnelle. Ce n'est pas un choix basé sur les émotions. Ce sont des faits historiques et il faut être honnête, il faut le reconnaître. Donc voilà, madame, je pense que ce ne sont pas les idées qui ont manqué à notre pays, mais c'est plutôt qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il faut une transition générationnelle et cette transition générationnelle doit passer par le fait que nos aînés aujourd'hui, ceux qui ont posé, consolidé les bases de notre État moderne, puissent définir un cap pour l'avenir, pour les générations qui viennent. Et cela, je pense, et je le soutiendrai du mieux que je le pourrai, le président de la République est la personne idéale pour le faire. Donc, vous diriez par là que votre idée vient compléter la vision du chef de l'État? Elle ne complète pas. Madame, je veux pas que vous utilisez des expressions qui ne seront pas, qui va dénuer toute l'humilité que je peux avoir. Il faut simplement dire que c'est une idée parmi tant d'autres qui vient, on va dire, implémenter ce que le président est en train d'évoquer.
Vous savez, madame, c'est aussi cela le piège de nous autres qui sommes en train de connaître, subir, je veux dire, les effets néfastes de la mondialisation. C'est l'oubli de notre tradition, l'oubli de notre ancestralité. La sagesse bantoue voudrait, quand vous avez un sage qui a dit une chose, mais soit vous vous taisez, soit vous applaudissez, soit vous soutenez. Vous ne dites pas que vous avez vu ça vous aussi. Non, ce que nous disons aujourd'hui, c'est de dire, mais voilà, nous avons émis une idée hier, nous sommes contents de voir que finalement le président est dans la même lancée et dans la même vision, donc c'est sa vision à lui. C'est cette même vision qui a emmené le pays là où nous sommes aujourd'hui, et qu'il faut certainement appuyer et soutenir pour que ce projet voie le jour. Monsieur Ngoma, parlons un peu du pacte pour le futur du Congo. Vous proposez un pacte pour le futur du Congo. Concrètement, comment ce pacte va-t-il se matérialiser dans la vie quotidienne des Congolais? Alors, d'abord, ce qu'il faut entendre par le pacte, parce que je préfère utiliser l'expression qu'a utilisé le président de la République, le pacte pour le futur du Congo, ou ce que nous avons proposé dans la lettre ouverte en termes de pacte national de développement, qui n'a rien à voir avec les différents PND que nous avons connus jusqu'aujourd'hui, qui, c'est vrai, sont des visions structurelles du pays, mais plutôt limitées sur une durée très court-termiste. Ce que nous voulons pour le pacte pour le futur du Congo, c'est un cadre définitionnel des perspectives du Congo sur une très longue durée. Dans ma lettre ouverte du 8 mai 2025, je disais exactement qu'il faudrait cibler tous les secteurs clés de développement, l'éducation, l'agriculture, le numérique, la formation qualifiante, tous les secteurs clés de développement dans notre pays. Dans cette espèce d'Afrique qui est en train de renaître, y apporter une vision sur le long terme, sur la longue durée, et définir les efforts à consentir, les projets à mener sur la base des perspectives envisagées sur le long terme. Par exemple, prenez le secteur de l'éducation. Vous vous dites, on va se dire, voici l'état actuel du système éducatif congolais. Que voulons-nous du Congo, de l'éducation au Congo, 50 ans après? Quel système éducatif pour le Congo 50 ans après? Voici, voilà. On anticipe, on se lance dans une sorte de prospective. Voici ce que l'on veut de l'élève congolais, de l'étudiant congolais, 50 ans après. Nous voulons qu'il soit comme ceci, comme cela. Nous voulons qu'il réponde à tel défi, tel défi, tel défi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on veut que l'élève congolais, l'étudiant congolais, l'éducation congolaise soit définie comme ceci ou comme cela, nous allons mettre en place tel projet pour y arriver. Ce seront des projets à long terme, croyez-moi, madame. Et à ce moment, il faudrait, et cela aussi est un piège dans lequel nous sommes souvent tombés, il faut se dire la vérité, c'est un défi à relever, la capacité d'auto-évaluer nos projets sur le long terme. C'est-à-dire des mécanismes de contrôle rigoureux, de suivi et d'évaluation des programmes. Pour qu'à chaque fois que des projets seront mis en place, que ce soit des projets sur le long terme, qu'il y ait des moyens de vérification des atteintes des objectifs, de l'atteinte des objectifs. Donc, vous avez un procédé comme cela sur tous les secteurs de développement. J'avais proposé dans la lettre ouverte que nous procédons à une sorte de phase d'inclusivité. C'est-à-dire un forum national de développement, à partir duquel se réuniront tous les acteurs clés de développement de notre pays, donc les experts au développement, les représentants, les membres et représentants du gouvernement, les parlementaires, les jeunes, les femmes, les représentants des institutions internationales qui siègent dans notre pays, tous les acteurs clés de notre pays. Madame devrait se retrouver, s'asseoir un jour pour dire quelle est la stature actuelle du Congo, quel est l'état actuel des besoins dans tel secteur, l'éducation, la santé, l'environnement, tous les secteurs clés de développement, faire une sorte d'audit national pour apprécier le niveau de besoin et à partir de là définir un cap sur la longue durée.
Et une fois que nous avons amorcé cette phase d'inclusivité, nous pourrons à partir de cette phase d'inclusivité établir un cadre ou une politique nationale de développement qui va structurer le pays sur le long terme. Mais ce serait intéressant. Pourquoi, madame? Parce que aucun Congolais, à ce moment-là, ne dirait plutôt, je ne me retrouve pas dans ce qui a été fait. Il faudrait faire asseoir les Congolais sur la même table de discussion. C'est pourquoi j'ai dit, madame, ce projet doit dépasser les clivages politiques. Ce projet doit dépasser les égos et les ambitions politiques. Ce projet doit être un dépassement des cycles politiques, des cycles électoralistes. Il doit s'inscrire dans une sorte de partage générationnel et intergénérationnel. Donc, une fois que nous pourrons, je le dis parce que ce sont des idées. Après, c'est une proposition de méthode et de pratique. Il se peut que le président de la République, dans sa sagesse, ou les différents conseillers qui sont autour du président de la République et tous les acteurs de développement de notre pays pensent que voilà, on pourrait peut-être réaliser ce projet différemment. Donc ce que je propose aujourd'hui, considérez cela comme simplement des propositions. Ça peut ou ne pas se faire comme ça. Voilà. Donc il faut simplement, c'est un préalable, c'est un principe, il faut que ce projet soit inclusif. Voilà, il faut que ça intéresse tous les Congolais, toutes les couches de représentativité des Congolais. Et à partir du moment où le document pourra être validé comme politique nationale, comme boussole de notre pays, une sorte de... Et je pense même qu'il faudrait également une réforme constitutionnelle, parce qu'il faudrait que la Constitution reconnaisse ce document comme étant cap à suivre sur une certaine durée. Et à partir de là, j'avais proposé dans la lettre ouverte que s'institue un haut commissariat au développement qui sera chargé du suivi, de la mise en place et de l'exécution du pacte national de développement, de façon que les gouvernements qui vont se succéder puissent rendre compte, et c'est cela l'opportunité d'ailleurs de cette idée, que les gouvernements qui vont se succéder puissent rendre compte du niveau d'accomplissement simplement du projet ou du pacte pour le futur du Congo, et que même les candidats aux différents scrutins présidentiels qui vont suivre puissent aligner leur projet de société sur le consensus national, le cap national qui avait été défini. Et à ce moment, on va dépasser les cycles électoraux et peut-être même certaines ambitions cachées de certains hommes politiques. Monsieur Ngoma, expliquez-nous la structuration de ce pacte, ses axes principaux et ses priorités. Alors, il faudrait que les choses soient claires. Nous avons proposé une idée, nous avons exprimé une certaine volonté. Aujourd'hui, nous sommes simplement heureux de constater que le président de la République, finalement, est lui-même en train de porter le même projet, auquel nous avons dit publiquement de façon claire que nous apporterons notre soutien. Ce que nous avons esquissé dans la lettre ouverte à l'époque était déjà une sorte de structuration, voilà, du pacte pour le futur du Congo. Nous avons énuméré un certain nombre d'axes prioritaires. Par exemple, l'éducation, par exemple, la santé, l'environnement aussi, les infrastructures, de base surtout, les infrastructures routières, ainsi de suite. Mais au fond, il faut un vrai travail d'expert. Il faut un vrai travail d'expert. Ce que nous faisons aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le projet que va porter le Rassemblement africain, puisque vous en avez parlé depuis tout à l'heure, c'est la vision d'un Congo à long terme, d'un Congo futur et futuriste. Et autour de cette vision, il y a des axes prioritaires, je ne cesserai de le répéter, parmi lesquels, et c'est cela notre vision, l'éducation est au centre de tout. C'est la formation du capital humain, la formation du Congolais, de façon à regarder les défis à relever pour le Congolais, dans ce monde qui devient de plus en plus complexe, qui ressemble vraiment, comme l'ont dit certains auteurs, ce village planétaire. Quel sera le niveau de compétitivité du Congolais sur la scène mondiale, sur la scène régionale et internationale? Donc c'est à partir de l'éducation, à partir de la santé, puisqu'il faudrait que le Congolais soit en bonne santé, à partir de l'inclusion sur la mise en place de certaines infrastructures, le numérique. Oui, le numérique surtout. Voilà, la compétitivité du Congolais dans la maîtrise de l'outil numérique aujourd'hui. Donc, ce que je veux vous dire, madame, c'est qu'il faut simplement un travail d'expert
Et je pense que si le président de la République aujourd'hui évoque une telle initiative, c'est que forcément, il y a des gens qui travaillent déjà, peut-être, certainement, dans la mise en place, ou peut-être qui travailleront, je sais pas, je suis pas dans les coulisses du président de la République, pour la mise en place des structurations, des axes stratégiques de ce projet. Monsieur Ngoma, comment comptez-vous convaincre les Congolais que ce pacte est réellement inédit et qu'il peut conduire le pays vers un développement réel et durable? Alors, ce que nous voulons faire, oui, c'est vraiment une politique de conviction des Congolais. D'abord, pourquoi? Il faut expliquer aux Congolais que oui, nous avons des défis à relever. C'est un fait pour notre pays. Il faut montrer aux Congolais quel est l'état historique de notre pays aujourd'hui, d'où nous venons et où nous pouvons, pas nous voulons aller, mais où nous pouvons aller. Oui, parce que le Congo est un pays porteur d'espoir. Il faut aller vers les Congolais, convaincre les Congolais que, vous avez une classe politique aujourd'hui qui a posé, structuré, consolidé la formation de l'État moderne que nous avons aujourd'hui, qui est naturellement, je le dis, à une étape vieillissante. Il faut donc un sursaut générationnel. Il faut une transition générationnelle. Mais nous ne pouvons réaliser cette transition générationnelle au vu de tout ce que le pays a subi jusqu'aujourd'hui, sans pour autant qu'il y ait un cas pour l'avenir. Alors, madame, il faudrait qu'un point de vue soit exprimé ici de façon claire. Nous n'irons pas voir les Congolais pour justifier la gestion de notre pays depuis les indépendances. Non, nous irons voir les Congolais pour proposer à ces derniers la possibilité de la construction de notre pays dans les jours à venir, pour les jours à venir. Ce sera pour nous-mêmes, mais également pour tous nos compatriotes. Il faut convaincre les compatriotes, il faut convaincre les Congolais qu'il y va de l'intérêt de notre pays. Ce sera peut-être le moyen par lequel les différents projets de société ne vont pas connaître des cycles d'interruption comme on l'a constaté depuis un moment, que les différents gouvernements qui vont se succéder ne seront pas en train de réaliser les différents projets de société, ou sinon le projet de société du candidat élu à coup de pas, et qu'il n'y aura pas d'interruption dans la continuité de la réalisation des projets. Il faudrait montrer aux Congolais que ce projet sera le moyen par lequel nous pouvons tous avoir une vue claire du développement du pays sur le long terme. Nous allons montrer aux Congolais que ce sera à partir de cette opportunité, ce sera à partir de ce projet, ce sera à partir d'un pacte pour le futur du Congo, que même les investisseurs étrangers pourront avoir une certaine lisibilité dans le cadre des investissements dans notre pays. Nous allons montrer aux Congolais que c'est à travers un pacte pour le futur du Congo que les différents gouvernements qui pourront se succéder à partir de maintenant vont, à partir de l'instant où il y aura un cadre national qui sera défini sur la longue durée, s'inscrit dans une sorte de continuité. Il n'y aura pas de discontinuité dans la réalisation des projets. Et chaque gouvernement qui viendra va certainement justifier en quoi il a été en mesure de réaliser de près ou de loin, conséquemment, les objectifs fixés par le pacte pour le futur du Congo. Donc oui, madame, il faut aller vers la conviction des Congolais, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons lancé la création du Rassemblement africain, qui est pour nous une offre politique nouvelle pour les Congolais, aux Congolais, afin déjà de montrer que nous pouvons tous ensemble voir le pays dans son futur. Voilà, il faut s'inspirer du passé, il faut pas rester dans une sorte de regret, dans une sorte de mal-être continuel. Mais il faudrait que tous les Congolais se disent, voilà, il est peut-être temps que nous puissions tous ensemble construire le pays, mais à partir d'une vision future. Et c'est cette vision future que nous sommes sur le point, que nous avons initié de porter. Monsieur Ngoma, vous avez été auparavant porte-parole et secrétaire général du parti Les Souverainistes dirigé par Dave Mafula. Pourquoi n'avoir pas présenté cette vision à votre ancien parti ou à une autre partie de l'opposition? Alors, je vais le dire en des termes clairs, madame. La politique n'est pas une religion où il y aura un seul chemin
pour atteindre la vérité. Non. La politique, je pense que c'est d'ailleurs le seul endroit où s'opèrent des concessions, où s'opèrent des structurations, et où on est dans une sorte d'évolution continuelle. Et d'ailleurs, madame, des politiques qui s'éternisent dans une forme d'involution finissent par mourir et disparaître. La politique est une voie de continuité, d'élévation et de maturation. Ce que nous portons aujourd'hui est un projet qui, pour nous, est une forme de maturation de notre propre parcours politique. Oui, c'est vrai, j'ai occupé des fonctions stratégiques dans mon ancien parti politique, où j'ai été secrétaire général, où j'ai été porte-parole national du parti. Mais je l'ai dit en amont, il est arrivé à un moment où je me suis rendu compte qu'il fallait se remettre en question. Parce que des dissensions internes sur des questions de gestion du parti, sur des questions de portée de la vision du parti, posaient problème. Et il fallait se remettre en question. Il fallait penser à évoluer. Et ce que j'ai reproché, malheureusement, à mon ancienne formation politique, aujourd'hui, curieusement, beaucoup de nos compatriotes se rendent à l'évidence que ces faits étaient plutôt avérés. Mais il faut que je vous dise une chose, madame. Est-ce que je regrette hier d'avoir composé dans cette formation politique, d'avoir milité dans cette formation politique, d'avoir consenti des efforts, des énergies pour le voir avancer le combat et la vision que cette formation portait? Non, madame. Non, madame, parce que ce que je suis aujourd'hui, la personne, la figure publique que j'incarne aujourd'hui est aussi quelque part le résultat de ce parcours politique. Donc non, il faut pas le regretter. Il faut apprécier cela d'ailleurs. Et j'aime à le répéter. Ce que j'ai fait hier à l'opposition ne participait qu'à un seul idéal. Proposer des alternatives, proposer des mécanismes d'évolution pour notre pays. Seul le pays demeure, madame. Les partis disparaissent, madame. Les dirigeants disparaissent. Mais le pays, lui, demeure. Et ce que je fais aujourd'hui, oui, c'est une évolution politique. Je pense que l'offre politique que j'ai à proposer dépasse largement les conditions d'existence de mon parcours politique hier. Et je suis dans une sorte de proposition, de construction, de participation citoyenne à l'avenir et à l'engagement de notre pays. Donc, je ne ferai pas de débat sur les personnes. Je ne ferai pas de débat sur mes anciens collaborateurs. Je ferai pas de débat sur les conditions dans lesquelles j'ai quitté le parti, ainsi de suite. Je pense qu'au stade actuel, à l'heure actuelle, c'est trop bas. Il faut regarder la question différemment. Il faut simplement voir que nous voilà tous, parce que si réellement c'est un parti d'opposition qui, je le suppose après moi, se dit participer à la construction du pays, ça veut dire que nous sommes tous ensemble en train de le faire, mais dans des canaux différents. Donc, madame, je pense que ce soit pour vous et pour ceux qui viendront par la suite, parce que j'ai aussi écouté beaucoup de journalistes reposer cette question, je voulais clarifier en fait à partir de maintenant, je n'ai pas de problème avec des personnes, mon problème c'est avec la vision. Je me suis rendu compte à un certain moment de mon parcours politique que ma vision ne concordait plus avec l'offre politique proposée par le parti et que j'ai porté moi-même. Il fallait se remettre en question. C'est ce que j'ai fait. Et j'estime qu'à partir de maintenant, même les personnes qui devraient m'aborder devraient le faire en regardant le front commun que je suis aujourd'hui et non en ressassant le passé. Parce que c'est en ressassant le passé que finalement on s'enlise dans la déconstruction du pays et non dans son avancement. Dites-nous, Monsieur Ngoma, pourquoi avoir choisi de porter cette vision auprès du président Denis Sassou Nguesso? Est-ce que votre choix révèle-t-il d'une logique stratégique ou d'une conviction personnelle? Non, il n'y a déjà pas de conviction personnelle, madame. Non. On est simplement là dans la possibilité
de faire que le pays émerge. Mon choix aujourd'hui, le choix que nous avons fait, parce que je ne parle pas de moi, puisqu'aujourd'hui ce projet est porté par, se veut être porté par tout un parti politique, le choix que nous avons fait aujourd'hui, c'est celui de la stratégie politique. C'est celui de la conscience historique. Oui, madame. C'est la conscience selon laquelle le pays a connu des périodes de violence, de soubresauts. C'est la conscience selon laquelle nous avons aujourd'hui un chef d'État qui incarne à lui seul, qui représente à lui seul toute une histoire d'un peuple. Ah bah oui, il faut le dire. Nous avons aujourd'hui en face de nous un chef d'État qui, voilà, pour qui l'histoire panafricaine, l'implication panafricaine n'est plus à démontrer. Et nous déclarons aujourd'hui d'un certain panafricanisme. L'idéologie que nous avons exposée lors de la conférence de presse pour le Rassemblement africain, c'est le socialisme africain. C'est du panafricanisme. Et nous avons dit qu'en face de nous, il n'y a pas plus grand panafricanisme au Congo qu'aujourd'hui, qui porte une vision panafricaine et qui a fait preuve de cet engagement panafricain que le président Denis Sassou Nguesso. Et qui plus est, a été et est jusqu'aujourd'hui l'homme de paix pour le Congo. C'est un fait, il faut le dire. Donc, ce n'est pas une ambition personnelle, ce n'est pas un projet personnel, mais c'est pour le Congo. Et nous avons pensé qu'aujourd'hui, pour des besoins de transition générationnelle, pour des besoins d'expérience, pour des besoins de vision de paix pour le pays, le seul socle à partir duquel nous pouvons bâtir un avenir prospère pour le Congo, il fallait pour nous soumettre déjà, dans un premier temps, proposer, voilà, cette idée au président de la République. Et nous sommes très heureux aujourd'hui de voir que finalement le président était déjà lui-même dans cette même lancée et nous avons jugé bon aujourd'hui de lui apporter tout notre soutien afin de voir aux côtés d'autres Congolais se réaliser un avenir plus prometteur pour les Congolais dans un document stratégique qui définira l'ambition du pays sur le long terme. Et ce ne sera pas tout d'ailleurs, madame, permettez-moi de rajouter, il ne faut pas croire ici que le seul fait d'avoir proposé une idée qui finalement trouve écho avec celle du président de la République devient le seul motif de soutien. Ce sera imprudent de le dire et de penser ainsi. Non, madame. En politique, quand on pense que l'on peut soutenir une idée, on peut soutenir une vision, c'est parce qu'il y a tout un arsenal d'arguments qui s'arc-boutent à cela. Le socialisme africain que nous voulons prôner aujourd'hui, que le Rassemblement africain veut prôner aujourd'hui, se veut d'abord un courant de gauche, donc de social-démocratie. Il se trouve, curieusement, ou fort heureusement, que le président de la République est un homme de gauche, que le chef de l'État actuel est un homme de gauche. Donc, vous avez une sorte de double convergence de vues. Vous avez non seulement ce que nous avons proposé en termes d'idées, mais vous avez également le rapprochement idéologique. Panafricaniste qu'il est, de gauche qu'il est, socialiste qu'il est, nous avons cru, le seul moyen ou l'alternative par laquelle le pays va se développer, le courant par lequel le Congo va se développer, et donc tout cet arsenal de convergence de vues et d'idéologie nous a fait porter le choix aujourd'hui sur le président Denis Sassou Nguesso pour voir le pays s'inscrire dans la longue durée dans un développement inclusif. Alors, pour terminer, au-delà de la politique, Monsieur Ngoma, qu'est-ce qui caractérise Franck Ngoma? Quelles valeurs ou qualités personnelles guident vos choix politiques aujourd'hui? Les valeurs de paix, d'abord, madame. Je suis très porté par les valeurs de paix, les valeurs de solidarité et les valeurs d'inclusion. Et c'est cela la définition de ma personne. Partout où l'on évoque la paix, partout où l'on évoque la solidarité, partout où l'on évoque l'unité, mais aussi et surtout, partout où l'on évoque la fierté d'être africain, vous trouverez Franck Ngoma. Parce que je pense que ce sont des valeurs. C'est vrai qu'elles soient des valeurs universelles, mais ce sont des valeurs qui nous définissent, nous, peuple africain. Nous sommes un peuple porté par la solidarité, porté par la paix, porté par la cohésion, porté par l'unité. Et ce sont les valeurs à partir desquelles je me définis. Et je pense que là également, il y a une convergence de vues, s'il faut le dire, en termes de valeurs
avec le choix que nous portons aujourd'hui. Et nous pensons que le Congo ne connaîtra les cimes de son développement qu'à partir de la paix, de la solidarité, de la cohésion nationale et de l'inclusion et de l'inclusivité. Merci beaucoup, Monsieur Ngoma, pour avoir répondu à nos questions. Et à vous, chers internautes, merci de nous avoir suivis jusque-là. Restez branchés sur Trileka Média.